Bonsoir à tous. Comme chaque semaine, France Info et l'INA vous offrent un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. Vous regardez l'inattendu et vous êtes les bienvenus. Madame, monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Absolument, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le strict. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deuil? À mes côtés, Géraldine Cornet-Lavaux et Tariq Kaldi, journalistes à la rédaction de l'INA. Bonjour. Bonjour. Et bonne année à tous les deux. Bonne année à vous également. Alors, vous avez sélectionné deux archives qui trouvent un écho particulier dans cette actualité. Géraldine, on revient avec vous sur l'initiative du gouvernement d'élire au hasard 35 citoyens pour faire remonter les doutes, s'il y en a, face au vaccin contre le Covid-19. Oui, il y a des doutes, il y en a. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron veut mettre en place un conseil citoyen. Le but, donc vous l'avez dit, réconcilier les Français avec le vaccin. Mais le but ultime, c'est bien évidemment de convaincre les plus réticents. Rassurer. Alors moi, ça m'a fait penser à une période, c'est à la situation en 2009, souvenez-vous, c'était à ce moment-là l'épidémie de grippe A. Et en novembre, le 12 novembre 2009 exactement, 1060 centres de vaccination ouvraient leurs portes, mais c'était un peu un bide, il n'y avait pas une grosse affluence. Alors du coup, Roselyne Bachelot, à l'époque ministre de la Santé, n'hésitait pas à donner de sa personne. Cette journée est aussi un test, car chez le personnel médical, en tout cas, ce vaccin suscite une grande méfiance. Seuls 10% ont accepté l'injection. C'est sûrement pour cette raison que Roselyne Bachelot est allée se faire vacciner il y a quelques minutes dans un centre du 14e arrondissement à Paris. Vous la découvrez sur cette image. On voit même la piqûre faite à la ministre de la Santé. Reste à savoir si elle réussira à convaincre le grand public, qui n'est prêt à se faire vacciner qu'à hauteur de 20% d'après les tout derniers sondages. Alors voilà, elle a fait des émules, d'ailleurs. Elle a fait des émules, mais ce geste de Roselyne Bachelot en débardeur n'aura pas suffi à convaincre les Français. Pour rappel, en 2009, lors de l'épidémie de grippe A, 94 millions de vaccins avaient été commandés pour assurer la couverture de 75% de Français. Mais bilan des courses, seulement 8% des Français avaient accepté d'être vaccinés. Voilà, il faudrait que les Français soient un petit peu plus nombreux pour enrayer la progression du Covid. Alors vous, Tariq, ce qui vous a interpellé, c'est un article sur notre site, France TV Info, sur les punitions infligées aux enfants. Oui, le voilà cet article, à gronder, punir ou frapper son enfant. En fait, il y a beaucoup de parents comme ça qui témoignent et ils se demandent comment arrêter ces pratiques qu'on appelle des violences éducatives ordinaires. Alors, tout ça, on le sait, il y a eu du changement dans les foyers français. On va le voir avec une archive de 1981. C'est Jean-Claude Bourré qui nous explique ça dans son JT à l'époque. Et les enfants qui ne seront pas sages, eh bien, ils vont recevoir des gifles, s'il faut en croire notre confrère François, qui a fait un sondage IFOP, pour savoir comment les Françaises et les Français corrigeaient leurs enfants. Alors, écoutez bien, c'est très intéressant. Il y a 50% des parents qui disent que pour corriger leurs enfants, ils donnent une gifle. 44% qui préfèrent la fessée, et 8%, mais oui, le martinet, la ceinture, ça fait très mal, ou la badine. Alors, quelle est la fréquence de ces punitions? Au moins une fois par semaine, ça c'est intéressant, au moins une fois par semaine, une gifle, 26%, une fessée, 36%, un coup de martinet ou de ceinture, 28%. Voilà, les autres iront voir le dessin animé. Voilà, ça c'était il y a 40 ans, les martinets, les gifles, les compagnies. Et vous noterez que Géraldine, qui va bientôt accoucher, a bien noté les résultats de cette enquête. Oui, je ne savais pas ce qu'était qu'une badine, je pensais que c'était une danse. On va rappeler à Géraldine que les violences corporelles sur les enfants sont punies par la loi depuis 2019 quand même. Merci Tariq. Alors ça c'était pour l'actualité de la semaine, mais que s'est-il passé le 6 janvier à travers le temps? Regardez, c'est le zapping de l'INA et ça s'est passé un 6 janvier. Bonjour. Je souhaite que le spectacle de nos ruines toujours présentes et de tant de foyers encore sans abri écarte les égoïsmes aveugles trop nombreux. En attendant, si vous le voulez bien, Antenne 2 commence. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la troisième chaîne. Enfin, je crois que c'est la troisième chaîne. C'est pour la troisième chaîne.
C'est fou ce qu'ils arrivent à faire. Le progrès est une chose formidable. Il est créé un institut de l'audiovisuel chargé notamment de la conservation des archives, de recherche des créations audiovisuelles et de la formation professionnelle. Une image qui ramène à sa juste place la toute-puissance que l'on prête trop souvent à la télévision. Regardez ces tristes téléviseurs échoués sur le sable de l'île de Ré ce matin. Le lieutenant-colonel Stapp, sur un chariot propulsé par 9 roquettes, a atteint la vitesse de 1017 km/h, record de vitesse inter, et le record de force d'accélération supportée, 35 fois celle de sa propre pesanteur. Aller vite, toujours. Il évoquait lui-même un temps qui lui était compté. Il n'avait que 36 ans. C'était un prince. Il en avait l'excès. Il en avait la grâce. Il en vivait les rôles. Considéré comme le meilleur trompettiste de jazz après Louis Armstrong, Dizzy a rejoint au paradis les autres géants du jazz. Avec son style original doué d'une technique acrobatique, Dizzy Gillespie, le révolutionnaire, avait imposé le bebop. Bonsoir et à demain. Alors, en attendant, si vous le voulez bien, l'inattendu se poursuit. La première semaine de l'année, c'est le moment de présenter ses vœux. C'est aussi une période propice aux prédictions que nous réserve la nouvelle année, que nous réserve 2021. Géraldine, certains diront, ce ne peut pas être pire que 2020. Moi, je préfère être prudent parce que franchement, au regard de ces 12 derniers mois, plutôt inattendus, on peut s'attendre à tout. Exactement, mais on a quand même été voir du côté des voyants et pour eux, 2021, eh bien, c'est mitigé, super bien à partir du second semestre pour certains, encore plus dur que 2020, on ne va pas le dire trop fort. On se mouille pas trop non plus, quoi. On se mouille pas trop. Et ces articles qui font la une en ce mois de janvier des astrologues, des voyants, eh bien, ce n'est pas nouveau, c'est pas nouveau. On pourrait croire qu'aujourd'hui, on chercherait à se rassurer, mais non, c'est une pratique qui a des années et des années. Depuis, moi, j'ai retrouvé dans les années 60 des journalistes qui consultent des astrologues, des médiums, des mages. Des mages, ouais. J'en ai un, vous allez le voir, il est magnifique. Voilà, c'est ce qu'on appelle un sujet marronnier qui fait du bien en début de JT, début d'année. Donc voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais là où c'est drôle, c'est que très souvent, quand même, les voyants ont eu la vue trouble, on peut dire. Non. Si, je vous assure. Regardez cet exemple, il date de 1968. Quelles sont vos prévisions pour l'année 1968 ? Pour l'année 1968, je vois un début d'année vraiment calme, vous voyez, dans les affaires. C'est plutôt raté. Est-ce que vous avez d'autres exemples de mauvaises prévisions, prédictions ? Alors, j'en ai à l'appel, mais il a fallu faire un choix, hein, sinon on aurait fait une émission d'1h30. C'est peut-être une idée, d'ailleurs. C'est une idée, on la lance comme ça, on ne sait pas, le Père Noël est passé, mais bon, pourquoi pas. Donc, c'était très difficile de faire un choix. Mais voilà, une prédiction qui est tombée à côté, c'était le 31 décembre 1973. Et voici les prédictions des voyants pour l'année politique 1974. La situation du gouvernement, en dépit des difficultés et de la vie chère, cette situation se maintient et il n'y a aucune raison astrologique pour qu'on ait recours à des élections. Le président de la République demandera par référendum au peuple de France, en même temps que le renouvellement anticipé de son mandat, un régime purement présidentiel. Ce référendum sera un succès pour M. Pompidou. Bon, eh bien, raté, hein. Raté parce qu'en avril 1974, Georges Pompidou décède et donc il y aura bien des élections anticipées, organisées. Mais il y avait encore mieux, une petite perle pour l'année 1974. Comment seront les femmes en 1974 ? Les femmes seront plus logiques avec elles-mêmes et moins capricieuses, plus reposantes et apaisantes. Alors voyez-vous un événement très inattendu ? Oui, la découverte que les autres planètes sont habitées.
à d'autres planètes habitées pour 1974 et des femmes plus logiques. Elle avait peut-être raison et on ne le sait pas encore. On ne sait pas encore, peut-être qu'ils sont venus parmi nous sans qu'on s'en rende compte. Alors voilà, fin des années 80, ces consultations de voyants sont un peu moins à la mode, on les voit moins dans les JT. Dommage. Mais pourtant, il y a quand même quelques perles, dont ce mage dont je vous parlais au début. C'est en 1900, il prédit l'année 1988 et on va le voir, il avait tout faux. 1988 est une année essentielle, puisque, pour la politique tout au moins, car il va y avoir une élection présidentielle. Alors, que prévoyez-vous? Oui, bien sûr. On va voter plusieurs fois en très peu de temps, donc je vais vous donner le quartier dans l'ordre. Monsieur Mitterrand, au dernier moment, ne se représente pas. Raymond Barre est élu, mais pour des raisons de santé, ne sera plus là un an ou deux après. Simone Veil va lui succéder. Elle ramène le mandat à 5-6 ans. Alors voilà, en 1988, Mitterrand sera réélu. Et pour info, Simone Veil, présidente, même si on l'a souhaité peut-être très fort, on aurait bien aimé, ça n'est jamais arrivé. Même une femme à l'Élysée, ça n'est pas encore arrivé. Alors voilà, moi je ne suis pas voyante, Nathanaël et Tariq, donc je ne vais pas vous prédire ce que vous réserve 2021, mais je peux vous souhaiter une excellente année. Merci à vous, Géraldine. Et nous, on vous souhaite le meilleur en 2021, une année qui restera gravée dans votre cœur et dans votre mémoire, puisque dans quelques semaines, votre famille va s'agrandir. Bravo. Merci beaucoup. Goodbye London. Le Royaume-Uni a donc quitté l'Union européenne le 1er janvier après 4 ans et demi de négociations plutôt agitées. Pourquoi ce divorce a-t-il été si long à mettre en place? On va en parler avec notre invité. Il est terriblement concerné par cette affaire puisqu'il est anglais. Bonjour John Henley, correspondant à Paris du quotidien The Guardian. Alors vous avez un pied à Paris, un autre à Londres. Quelques mois après l'annonce du Brexit en 2016, vous aviez dit sortir de l'Union européenne, c'est se couper une jambe. Vous êtes toujours dans le même état d'esprit? Oui, pour moi, je vis ça vraiment comme une sorte d'amputation. Je me sens autant européen que britannique. J'ai passé 25 ans de ma vie sur le continent, comme on dit en Grande-Bretagne. Ma femme est française, mes enfants sont nés à Paris, ils sont tous les deux bilingues, ils ont les 2 passeports. Oui, pour moi, c'est une erreur historique. En tout cas, c'est une histoire d'amour plutôt compliquée qui se termine, presque un crunch, comme on dit dans le rugby, entre la France et l'Angleterre. Alors, Tariq, le divorce est difficile, mais les fiançailles et l'adhésion du Royaume-Uni n'ont pas été simples non plus. Ah non, c'était très, très, très compliqué, mais déjà avant, parce que historiquement, le Royaume-Uni était plus tourné vers les États-Unis plutôt que vers les voisins européens. On va voir un petit exemple en 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Winston Churchill, donc, qui était Premier ministre, était très clair à ce sujet. Voilà ce qu'il disait au général de Gaulle. « Nous allons libérer l'Europe, mais c'est parce que les Américains sont avec nous pour le faire. Car sachez-le, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous choisirons le grand large. » Alors, au début de la construction européenne, il y avait la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, si ma mémoire est bonne, en 1950. Alors, que font les Britanniques à cette époque? Eh bien, on peut dire qu'ils snobent la CECA, ils la voient d'un mauvais œil, cette ébauche d'union, jusqu'à ce qu'elle fasse ses preuves économiques dans les années 60. Et là, le Royaume-Uni frappe une première fois à la porte en 1963, une seconde fois en 1967, mais la France dit non, elle met son veto. C'est ainsi que l'idée de joindre les îles britanniques à la communauté économique formée par 6 États continentaux soulève partout des souhaits qui sont idéalement très justifiés, mais qu'il s'agit de savoir si cela pourrait être actuellement fait sans déchirer, sans briser ce qui existe. Si on résume, c'est non. On sent qu'il y a un peu un ton condescendant de la part du général de Gaulle. Est-ce que ça présageait, John Henley, déjà des relations tendues entre le Royaume-Uni et l'Europe? Écoutez, je pense que le général de Gaulle a, en fin de compte, au bout de 47 ans
que la Grande-Bretagne a été membre de l'Union européenne, il a eu raison. Lui, il croyait, et il l'a dit d'ailleurs, que la Grande-Bretagne serait une sorte de cheval de Troie pour les intérêts américains dans l'Union européenne. Il y avait aussi des problèmes. Il a tout simplement dit en fait que la Grande-Bretagne était incompatible de par sa culture, son histoire, avec cette histoire d'intégration européenne. Il y avait aussi des détails techniques, notamment sur l'agriculture britannique qui fonctionnait de manière vraiment complètement différente que l'agriculture française. Et l'agriculture française, c'était évidemment le grand intérêt du général à cette époque-là. En tout cas, 10 ans après cette prise de parole, le Royaume-Uni finit par intégrer l'Union européenne en 1973. 10 ans d'attente, mais ça n'a pas empêché le Premier ministre Edward Heath de se féliciter à l'occasion de ses vœux au pays à la télévision. C'est un jour historique. Nous avons beaucoup de choses à partager, nous avons des problèmes en face desquels nous devons travailler en commun pour trouver des solutions communes, mais ensemble, nous pouvons le faire. J'aimerais aussi souhaiter à chacun de vous aujourd'hui, dans ce que je peux appeler maintenant la communauté élargie, une très bonne, une très prospère et une très pacifique année. John, vous étiez plutôt jeune à cette époque, mais vous avez un souvenir de cette intégration à la communauté? Ah bah, tout à fait, c'était le 1er janvier 1973 que la Grande-Bretagne est entrée. Cette année-là, c'était mon premier voyage en Europe, en France d'ailleurs, un échange scolaire à Chalon-sur-Saône. J'ai découvert les joies de la France, j'ai découvert un pays où il existait plus qu'une sorte de fromage, où les gens allaient au restaurant quand c'était même pas l'anniversaire de maman. Voilà, c'était le début d'une longue histoire d'amour. Ils ne vous ont pas fait manger des grenouilles tout de suite? Ouais, non, pas tout de suite, non. Non, mais c'était les intérêts commerciaux, évidemment, qui intéressaient la Grande-Bretagne. Et c'était fin années 50. Ça a changé quoi? Vous, dans vos souvenirs, vous étiez tout jeune. Quel souvenir vous gardez justement de cette période? Qu'est-ce que ça a changé justement au niveau des intérêts commerciaux? Écoutez, ce qui s'est changé, c'était vers la fin des années 50, début des années 60, et ça allait en s'agrandissant. Le commerce entre la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies, le Commonwealth, commençait à diminuer de façon sérieuse, et c'était à la fin des années 60 que le commerce entre la Grande-Bretagne et le continent et l'Union européenne, ça a dépassé pour la première fois le commerce avec les anciennes colonies. Et c'était en fait les grandes entreprises britanniques qui ont plaidé de façon vraiment très enthousiaste pour l'entrée. Et c'était aussi l'équivalent à l'époque en France du MEDEF qui a fait de même, qui a compris que les intérêts économiques des Européens et des Anglais étaient désormais unis. Les échanges politiques entre le Royaume-Uni et l'Europe et la France ont changé aussi à cette époque? Écoutez, il y a toujours eu une histoire entre la France et la Grande-Bretagne, ça a toujours été un peu tendu. On a été pendant très 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 longtemps deux pays en guerre. C'est l'histoire de deux voisins qui se connaissent peut-être un peu trop bien. On l'a vu très récemment, avec l'histoire à la fin très très tendue de ces négociations sur le Brexit. Tout de suite, dès que ça commençait à aller mal, les tabloïds britanniques, la presse britannique commence à mettre la responsabilité sur la France. C'est la faute à Macron, etc. Alors Tariq, ça c'est les enjeux politiques. Qu'en est-il du côté de la population? Qu'est-ce qui se passe en 1973? Dans quel état d'esprit sont les Britanniques? C'est un peu mi-figue, mi-raisin, c'est un peu partagé, parce que, vous l'avez dit, on est séparés par la Manche, la France et le Royaume-Uni. Il y a cette séparation physique, si on peut dire. Il y a aussi une séparation culturelle. Alors, il y a ceux qui sont très contents d'embrasser l'Europe et il y a ceux qui sont un peu plus réticents, comme un couple, Mr. and Miss White. Tout simplement. Voilà, c'est ça exactement. Mais on va voir ce couple, Mr. and Miss White, qui nous raconte tout ça. On a l'impression que les Anglais, finalement, refusent un peu cette entrée dans le marché commun. Oh, certainement. On ne veut pas être dans le marché commun. Les Anglais n'aiment pas. Pourquoi? Pas du tout. Eh bien, ici, en Angleterre, on a une certaine indépendance. On aime penser soi-même, créer soi-même, sa façon de vivre. Et ils ont l'impression que le marché commun, c'est peut-être obligé de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Oui, détruire le national héritage.
Héritage. C'est une île ici, n'est-ce pas? Alors on est plus indépendant peut-être, je ne sais pas. Ben, je crois que c'est pas pour nous, c'est pour... Mais pour les autres générations, pour les jeunes, c'est peut-être mieux qu'elles soient dans le marché commun. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis que l'Angleterre est entrée dans le marché commun, par exemple? Les prix ont tellement monté qu'on ne peut plus avoir de breakfast le matin. On ne peut pas avoir de bacon and eggs like we use. Eggs, double le prix. And tout augmente. Et les problèmes, nous avons beaucoup plus de problèmes. Mais je ne sais pas si c'est la faute du marché commun. Mais enfin, on lui met tout sur le dos et ça nous donne l'occasion de râler. C'est pas facile pour Miss White, le bacon and eggs plus cher qu'avant. On voit un peu ce côté de méfiance qui existe depuis le début, en fait. Est-ce que finalement, ce mariage entre le Royaume-Uni et l'Europe, c'est un peu un mariage, oui, pour le meilleur, mais pas pour le pire? C'est tout à fait ça. Miss White, elle avait tout à fait raison sur les aspects, on va dire, culturels, historiques, géographiques. Je veux dire, il y a tant de raisons. Le Brexit, il est venu de très très loin dans l'histoire de la Grande-Bretagne, qui n'a jamais partagé la même histoire que le continent. Surtout, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne n'a jamais été occupée. L'Union européenne, c'était, dès ses débuts, vraiment un projet de paix sur un continent qui avait été ravagé par la guerre depuis des siècles. Donc la Grande-Bretagne ne voyait jamais les mêmes intérêts. C'était toujours un projet commercial. Et oui, je dis, elle a eu raison, elle avait raison sur les aspects culturels, mais en fin de compte, en 1973, les Anglais, ils voyaient bien leur intérêt parce qu'ils ont fini par voter à 67% pour rester dans l'Union européenne à l'époque. En 2016, ils ont voté à 51,9% pour ne pas rester dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui a déclenché ce référendum? Qu'est-ce que finalement les Britanniques reprochaient à l'Europe? Écoutez, il y avait pas bien avec beaucoup de raisons. Comme je disais, on ne partageait jamais la même vision. C'était surtout Madame Thatcher qui a été vraiment l'un des fondateurs du marché unique au début européen, commercial, très très enthousiaste. Qui est devenu une des premières eurosceptiques. Qui est devenu de plus en plus eurosceptique. Il y a eu la naissance du parti de l'UKIP, l'indépendance du Royaume-Uni fondé par Nigel Farage, évidemment. Et il y avait aussi surtout des questions d'immigration avec l'agrandissement, l'expansion de l'Union européenne vers l'Est, les pays de l'Est qui sont entrés, et il y a près d'1 million de citoyens de l'Europe de l'Est qui sont venus, qui ont trouvé un emploi. Les travailleurs détachés. Voilà. Mais surtout, moi, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est comment un pays qui, il y a un peu plus d'un siècle, règne, ou voilà, gérait genre un tiers du monde. L'Empire britannique, une chose énorme dans l'histoire. Comment ce pays-là s'est auto-convaincu dans l'espace de peut-être 50 ans qu'il vivait sous une sorte de dictature bruxelloise. Parce que c'était ça le but du Brexit, ou le slogan du Brexit, c'était l'indépendance, c'était « take back control », reprenons le contrôle sur nos lois, sur nos frontières, sur notre argent. Alors, parmi les points sensibles de négociation pour trouver un accord, il y a eu la pêche, le partage des eaux entre les Britanniques et les Européens, et les Français particulièrement concernés, Tariq. On en parle beaucoup ces derniers temps, on en a beaucoup parlé avant d'arriver à un deal, mais en fait, ça a toujours été un problème, parce qu'en fait, dans cette eau, il y a énormément de poissons. Surtout côté britannique. Surtout côté britannique. Alors forcément, il y a des convoitises, et quand des bateaux se croisent en mer, eh bien, ils se font parfois la guerre. On va voir un exemple. En 1992, ça faisait l'ouverture du JT carrément. Madame, monsieur, bonsoir. Certes, ce n'est pas la bataille de Trafalgar, mais l'incident est tout de même sérieux. Un bâtiment de la Royal Navy a abordé cet après-midi un chalutier français au large de la Cornouaille, après toute une série d'incidents qui ont opposé pêcheurs français et britanniques. Un des chalutiers britanniques est rentré au port ce matin, mais sans ses filets, car ils ont été coupés par un chalutier français. Amertume du capitaine. Ils ont volontairement ignoré la position de mes filets et ont contourné le bateau et puis délibérément ont coupé les filets. À la Chambre des communes, le ton était vif et anti-français. On reparlait de Trafalgar.
Voilà, John, un accord a donc été trouvé pour les 5 prochaines années. Et qui y gagne, qui y perd? Écoutez, c'est une très bonne question. Il suffit peut-être de dire que les pêcheurs britanniques ne sont pas contents du tout. Les pêcheurs français, plutôt contents. C'est peut-être pas bon signe pour les Anglais. John Haley, correspondant de The Guardian à Paris, merci 1000 fois pour votre éclairage sur ce divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe, et donc la France. Alors, pour bien commencer l'année, l'Inattendu a décidé de vous offrir quelques postures de yoga, millésime 1950, c'est un des meilleurs. Il y avait à l'époque déjà des adeptes de la relaxation en France. Regardez. Les yogis sont là, derrière cette porte. Et ce Bouddha hiératique mais peu hindou n'est que le maître de cette science qui, par la maîtrise du corps, amène à la libération de l'esprit pur. Voici, tel qu'on l'enseigne sur les bords du Gange, l'asana ou posture du lion, spécialement destinée à calmer l'individu et à refouler la colère. Ces asanas aident l'homme à supporter la vie, et l'utilité pratique du Hatha Yoga n'échappera certainement à personne. Tenez, cher monsieur, vous qui accumulez soucis et tracas, souvenez-vous du lion. Voilà, et pourtant, c'est pas bien de tirer la langue. Merci à tous, on se retrouve mercredi prochain, juste après le journal de 22h sur le canal 27. Et toute la semaine, bien sûr, sur les réseaux sociaux de France Info et de l'INA, émission préparée avec les documentalistes Anne Delaveau et Magali Vermin. Merci à elle et merci à vous d'être là.